Bonjour, merci d'être là. Je m'appelle André-Louis Paré, je suis directeur et rédacteur en chef de la revue Espace Art Actuel. Et puis, avant de céder la parole à Dominique et à ses panélistes, je voulais juste présenter quelques images qui seront contrôlées par Didier. Oh, ça arrive un peu trop loin. Voilà. Et pour vous présenter quelques images du dossier porno que nous avons préparé, qui est en production, qui paraîtra seulement d'ici la mi-mai, mais nos panélistes participent à ce dossier. Et donc voici quelques images. La page couverture. Notre graphiste Dominique Mousseau a souhaité faire quelque chose un peu spécial pour ce numéro-là. Donc, la page couverture, ce sera une page couverture où il y aura les mots, les lettres porno, mais perforées, et qui vont cacher et laisser entrevoir une œuvre de Arcadie Lachapelle, dont nous parlera bientôt Anne-Marie A.M. Trépanier. À la page sommaire, il y a une photo Sex Work, une œuvre de A.M. Trépanier, mais en collaboration avec les travailleurs du comité autonome. Comité autonome travail du sexe. Elle pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Par la suite, Julie Lavigne, qui a coordonné ou collaboré, non, plutôt co-dirigé avec moi, avec l'équipe de la revue Espace, ce dossier. Julie Lavigne, elle sera présentée tout à l'heure par Dominique. Elle a produit un texte sur, je dirais en très grosso modo, sur l'autopornographie à partir d'artistes femmes, surtout, dont Caroline Schneemann et Annie Sprinkle. Ensuite, vous avez un texte de Jessica Ragazzini. Et là, on n'a qu'une image pour chacun, pour les personnes qui ne sont pas présentes ici, des collaboratrices. Jessica s'est intéressée, aux stratégies développées par les musées d'art contemporain ou musées d'art moderne pour essayer de contourner la censure via Facebook, entre autres, d'images considérées comme indécentes, mais pour eux, considérées comme pornographiques. Ensuite, on a un texte de A.M. Trépanier, justement, sur l'œuvre et la pratique de Arcadie Lachapelle, donc elle nous en parlera plus tard. Participe aussi à ce dossier une historienne de l'art française, Claire Lahuerta. Et elle s'intéresse aux actions performatives d'une artiste d'origine chilienne, mais qui travaille actuellement à Berlin. On va trop vite. Mais ça y est. Maintenant, je pense que... D'accord. Prochain texte, donc, Peter Dubé. Peter Dubé, poète, essayiste, qui participe, qui est au comité de rédaction de la revue Espace, s'intéresse dans ce dossier, dans cet article, au désir gay, avec des artistes gays, justement, dont Tom of Finland, Peter Berlin et Evergone. Charlene K. Lau, c'est sur les nouvelles pornographes, mais incarnée ici par deux artistes femmes, donc Narcisse Sister et Eiji Shin. Ensuite, un texte de Emma Kate Guimont qui participe à ce panel sur la pratique artistique et surtout une performance de Michael Martini en comparaison avec une artiste qui s'appelle Karen Finlay. Un autre texte, l'avant-dernier, de Mayuk Barua, qui porte, c'est une analyse sur
un peintre, un artiste peintre indien. Et c'est surtout sur une œuvre, elle n'est pas ici, là, mais c'est une œuvre que je résumerai très rapidement par dire c'est le vieil homme ayant 5 pénis. Et cette œuvre et cette analyse qui est très, très intéressante de Mayuk Barua, c'est sur le désir homosexuel, mais surtout celui des hommes vieillissants. Et enfin, un texte de Stephen Odia, photographe de Vancouver, qui, lui, de façon très, très personnelle, nous raconte, en fait, son expérience face aux images de nudité quand il était très jeune. Il est devenu photographe, justement, s'intéressant à des femmes, entre autres, mais pas uniquement, des travailleurs, des travailleuses du sexe, et puis il a fondé un studio à Vancouver qui s'appelle Studio X. Je me suis permis 2 photos pour cet artiste. Et on va revenir à la page couverture. Et là, je l'ai nommé, le graphisme de notre revue depuis que je suis directeur, donc depuis 2014, c'est Dominique Mousseau. Et puis si vous voulez avoir des informations sur les autres activités qui auront lieu sur la publication de ce numéro Pornographie, je vous invite à aller peut-être sur la page web de la revue et vous inscrire à l'infolettre. Un lancement de ce numéro est prévu le 24 mai à la librairie Le Guélion. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à céder la parole à Dominique Sirois-Rouleau. Dominique, elle porte plusieurs chapeaux. Elle est historienne de l'art, critique d'art, commissaire. Elle est chargée de cours à l'UQAM. Elle est directrice, surtout, je pense, l'emploi principal pour l'instant, c'est directrice générale chez Vidéographe. Et puis, elle a la gentillesse de venir occuper un des postes au comité de rédaction de la revue Espace depuis janvier 2023. Je lui cède la parole et merci d'être là. Merci. Merci André-Louis, merci à tous, merci pour cette exquise biographie. Alors, on va commencer avec les présentations de chacune des panélistes. Ils vont présenter leur sujet de recherche, leur texte avant d'entrer dans la conversation. Donc, on va commencer avec Julie Lavigne, qui est historienne de l'art et professeure titulaire au département de sexologie de l'UQAM. Elle est professeure, membre du Réseau québécois en études féministes et de l'Institut d'études et de recherche féministes. Ses recherches portent sur la représentation de la sexualité des femmes en art visuel, dans les téléséries et dans la pornographie féministe et queer. Donc, je te cède la parole pour présenter ta recherche. Elle était aussi, comme le dit André-Louis, la co-organisatrice, éditrice du numéro. C'est quoi ton titre? Je ne sais pas. OK. Donc, je vais commencer avant de parler de mon texte, de cette invitation et de la genèse du numéro. Donc, comme à peu près n'importe quelle revue ou numéro de revue, c'est par hasard presque, au détour d'une rue, que j'ai revu un ami de vieille date, c'est pas de longue date, André-Louis, qui me dit « Ah oui, tu travailles sur la porno, toi. J'ai reçu des textes, ça pourrait être intéressant de faire un numéro spécial. » Donc, étant un peu à l'écart du milieu des arts depuis que je suis rentrée au département de sexologie, je me sentais un peu en dehors de ma zone de confort, ce qui est un peu étrange puisque j'ai une formation en histoire de l'art. Donc, on s'est rencontrés au fameux café où on se voyait jadis, c'est-à-dire au Open the Night, qui maintenant s'appelle Olympico, avec Didier. Et puis, on a commencé à brainstormer pour un numéro spécial. Donc, on a parlé du titre. Donc, on voulait quelque chose qui soit à la fois francophone et anglophone. Donc, on est venu avec... mais c'est surtout, je pense, Didier qui est venu avec cette idée de porno. Moi, je voulais qu'il y ait un point médian, qui est le point, justement, qu'on utilise dans l'écriture inclusive, qui donnait déjà le ton du numéro qu'on voulait proposer. Et donc, on avait plein d'idées de
de couverture un peu indécente. Je dirais obscène, je préfère obscène comme terme. Donc, quelque chose d'obscène qu'on aurait recouvert. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir et je suis très heureuse du résultat. On a réussi à tirer notre couverture vers quelque chose de semi-indécent, mais pas trop, parce qu'André voulait quelque chose d'abstrait. Mais pour un « oui, oui, oui », donc, c'est abstrait, mais avec un petit air coquin derrière. Donc, c'est un peu la genèse. Donc, on a reçu des articles extraordinaires. L'objectif était aussi d'utiliser la porno telle que moi je l'entends, c'est-à-dire comme aussi un véhicule de changement social. Donc, on ne voulait pas avoir des œuvres conservatrices. Vous me dites, ben, la porno, c'est pas conservateur, mais ça peut l'être. Donc, on a vraiment axé sur justement ce changement, cette justice sociale autour de la sexualité. Donc, pour ce qui est de mon texte, parce que l'objectif, c'est plutôt de discuter ensemble, l'objectif de mon texte, c'est un peu ce qui... c'est d'abord une réflexion que j'ai eue durant ma maîtrise dans les années 90. Ça donne un peu une idée de mon âge, que j'ai eue durant la maîtrise et que j'ai développée surtout durant ma thèse, qui était sur l'utilisation des codes de la porno par les artistes féministes, notamment Marlène Dumas, Annie Sprinkle, nécessairement, et aussi Pippi Lottiriste et Caroline Schneemann. Donc, c'était partir de Caroline Schneemann qui a commencé sa production à peu près en même temps que l'essor de la pornographie mainstream telle qu'on la connaît. Donc, elle a critiqué beaucoup la pornographie, mais avec son film Fuse, en fait une forme de pornographie, mais une pornographie que l'on voit, et le chat qui est l'admoniteur dans Fuses nous dit qu'on est vraiment dans un pussy point of view. Donc, c'était vraiment de se réapproprier la représentation explicite de sexualité réelle ou vraiment performée. Donc, c'est à partir de là où je me suis vraiment intéressée plus à l'autopornographie ou l'autoportrait sexualisé, où justement c'était un moyen de mettre de l'avant sa sexualité et aussi diversifier les codes de la représentation de la sexualité. C'était autant du côté des féministes que des hommes gays comme Mapplethorpe qui ont vraiment voulu non pas juste représenter leur sexualité, mais aussi la magnifier à travers l'art, faire quelque chose d'indécent, quelque chose d'artistique. Et c'est une façon vraiment de pouvoir avoir le droit de citer de différents corps, de différentes sexualités, de différents genres. Et c'est un peu l'objectif. Et je me suis ramassée, j'ai fait... On est parti de Caroline Schneemann, on est allé à Annie Sprinkle, on est allé aussi à cette vague de post-porn, dont on voit dans le numéro quelques exemples, qui est vraiment dans un objectif qui est beaucoup plus large que juste la sexualité, qui est vraiment un objectif de transformer le monde par la sexualité. Maintenant, c'est un peu étrange, mais j'ai envie de vous parler d'une théoricienne qui s'appelle Abby Wilkerson, qui travaille sur personnes en situation de handicap et sexualité. Et vous allez comprendre mon petit aparté, c'est que pour elle, l'agentivité sexuelle est vraiment la base de toute agentivité. C'est-à-dire, c'est le baromètre des oppressions que vous vivez dans votre vie. Plus vous vivez d'oppression, plus finalement votre sexualité va être contrôlée, soit par la santé publique ou par un dégoût, par la honte. Et je pense que la porno ou l'autopornographie nous permet justement de faire éclater ces oppressions-là. Bon, je suis un peu utopiste, mais pourquoi ne pas l'être? Donc, je m'arrêterai ici. Ça marche-tu? C'est toi le chef. OK.
Euh, on va pouvoir citer la parole à A.M. Trépanier. Donc, A.M. Trépanier est artiste, chercheuse, étudiante à la maîtrise en études des médias à l'Université Concordia. Ses recherches, financées par le CRSH et le FRQSC, merci pour ça, se consacrent au réseautage numérique des pratiques médiatiques féministes par la communauté du studio XX entre 1995 et 2000. Trépanier coédite aussi la revue Cigale, une publication d'écrits d'artistes. A.M., je t'invite à nous présenter le sujet de ton texte. Merci beaucoup, Dominique. Je vais prendre la balle au bon que tu m'as lancée, Julie, parce que la conclusion de ta présentation colle tout à fait avec un constat que j'ai essayé de dresser dans ma contribution. En fait, cette idée que la sexualité, et moi je vais parler plus précisément de la masturbation, peut servir d'outil pour transformer le monde et faire éclater les structures d'oppression. Le texte que j'ai rédigé pour ce numéro de la revue Espace s'appelle, à juste titre, « Éclater le plaisir solitaire ». Pourquoi éclater le plaisir solitaire? En fait, je parle avec la pratique d'une artiste qui s'appelle Arcadie Lavoie-Lachapelle, qui a développé tout un corpus intitulé « Masturbation alchimique ». Et c'est un corpus qu'elle a entamé en 2020 autour, en fait, d'une forme de réclamation de son droit au plaisir, mais aussi d'avoir accès à des images, des contenus qui lui procurent du plaisir sans perpétuer ces formes d'oppression, donc que ce soit une forme de pornographie hétéronormative, suprémaciste blanche et tout ça. Donc, Arcadie, c'est un peu de lancer cette mission-là, de se créer ses propres images, de voir en fait qu'est-ce qui pourrait être une autre source d'excitation que celles qui sont proposées par la pornographie hardcore. Et dans le cadre de masturbation alchimique, qu'elle désigne comme étant une aventure artistique qui se compose de différents volets et interventions. Donc, le projet a démarré, je vous dresse un peu une généalogie, mais le projet a démarré en fait à partir de création d'un corpus de cartes postales érotiques, cartes postales qui étaient réalisées par procédé de linogravure. Et ensuite disséminé à des amis proches comme signe d'amitié, comme signe d'amour et de soutien mutuel en contexte pandémique d'isolement, pour ensuite se décaler plutôt vers un rapprochement avec d'autres collaboratrices avec qui Arcadie a travaillé dans le cadre d'une exposition qui s'intitule Masturbation alchimique, les vagues, qui a été présentée à l'Atelier circulaire à Montréal dans les derniers mois. Et dans ce processus-là, Arcadie a convoqué 4 personnes à se joindre à ses côtés pour réfléchir, en fait, quelle forme prend la masturbation, en fait, dans leur vie, et comment ça répond à un besoin d'émancipation. Ou plutôt même, je pourrais dire, quelles seraient les images qui permettraient de nourrir ce processus d'émancipation-là chez ces collaboratrices. Donc, je vais les nommer parce qu'elles ont eu un rôle vraiment essentiel pendant ce volet du projet. Donc, il y a d'abord Jeannie Cummins, qui est artiste, féministe et aînée. Donc, qui a vraiment, de son côté, proposé une réflexion entre l'âge, entre le vieillissement et les pratiques de masturbation. Donc, comment est-ce qu'on peut rester active avec l'âge et continuer d'avoir une vie auto-érotique pleine et comblée. Ensuite, il y avait également Anne Florentini, qui est artiste, sorcière, queer et afroféministe, qui, de son côté, en fait, partagé avec une immense générosité son expérience de masturbation en contexte de naissance, donc en contexte d'accouchement. Contexte où, en fait, la masturbation peut agir comme un outil de soulagement de la douleur. C'est pas quelque chose qui est souvent mentionné, mais c'est vraiment un fait avéré.
Et ensuite, il y avait également La Violette, qui est sorcière écoféministe et queer, qui, de son côté, parlait plutôt de la sexualité, mais perçue au-delà de l'anthropocentrisme. Hein? Donc, comment est-ce qu'on peut penser la sexualité comme un domaine qui inclut d'autres formes de vivant, d'autres formes d'être, et trouver de l'érotisme dans la nature, dans ce qui nous entoure. Et finalement, Sabrina Maioriano, qui est candidate au doctorat en sexologie, peut-être une collègue que vous connaissez, et qui, de son côté, parlait plutôt de la démocratisation des sens par notamment des pratiques de BDSM queer. Donc, la pornographie mainstream, c'est assez remarquable, mais se base principalement sur le sens de la vue. Donc, la proposition était plutôt de voir comment est-ce que d'autres sens peuvent venir nourrir l'excitation sexuelle, par exemple l'odorat, le toucher, d'autres sens comme ça qui sont sous-exploités de manière générale et qui pourtant font partie de l'expérience incarnée. J'ai peut-être pas mentionné ça assez tôt. En fait, le parcours d'Arcadie, de sa démarche avec masturbation alchimique, c'est aussi un parcours qui est indissociable de la pratique de la linogravure, qui est un médium qui est utilisé comme une alternative à l'accélération et à la surdiffusion d'images de toujours plus grande qualité avec le plus de détails possible. Et moi, dans mon texte, je considère justement ce tournant vers la linogravure comme étant plutôt une approche décroissante. Donc, anticapitaliste aussi, puisque c'est un médium qui requiert très, très peu de moyens. Hein. De la linogravure, vous avez une plaque de linoléum, vous avez des petits couteaux et vous allez tracer des sillons comme ça pour dessiner l'image que vous souhaitez représenter. Donc, cette technique-là, pour moi, agissait un peu à ce titre-là de visée politique, économique et aussi, d'une certaine manière, de tactique pour s'insérer dans le circuit de l'art. Parce que, finalement, la linogravure devient une façon de venir dire « Ah oui, c'est une image pornographique, mais c'est aussi une gravure. Mais comment est-ce possible? Et donc, que fait-on? Où la mettons, cette image? » Et voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là avant d'en dire trop, puis je vais passer la parole à Emma Kate, mais ça vous donne un petit aperçu des grandes lignes du texte. Merci, AM. Alors, Emma Kate Guimond est artiste de la performance et de la vidéo. Elle a créé et réalisé de nombreuses performances individuelles et collaboratives à travers le Canada et à l'étranger, qui visent une certaine mise à l'épreuve du corps politique, fonctionnel et relationnel. Elle est actuellement la coordonnatrice des expositions chez Dazibao à Montréal et travaille sur son premier court-métrage The Plot. La parole est à toi. Oui, bonjour. Je suis très nerveuse de parler en français, fait que ça se peut que je switch souvent en anglais, surtout avec des mots qui sont plutôt difficiles à traduire, mettons, comme horny ou slut ou des affaires de même. Fait que c'est ça, j'ai écrit sur une performance de Michael Martini qui s'appelle What if Hansel consented to being burned alive, que d'ailleurs va être présenté encore au OFTEA bientôt. Et puis, c'était dans le cadre d'une soirée de performance DIY organisée par Guillaume Bébé et Arnaud Rochefort. Dans le cours, derrière d'une maison d'or, puis Michael avait amené son propre poêle de sa maison pour performer avec. Puis dans cette performance, c'est théâtral, puis dans le fond, à travers le script puis ses actions, on comprend que il y a une scène avec un travailleur sexuel qui est en train de faire du roleplay, un peu comme daddy boy avec son client. Et puis, c'est ça parle beaucoup du consentement. Puis, pourquoi pas, c'est pas si mal, il se fait payer. Mais il parle aussi beaucoup à travers, en anglais, on dit pun.
les lignes préférées, c'est Christmas cracker and my patty cake, genre d'affaires, vraiment ludique, mais tout en l'entour un peu d'une thématique, d'une fairy tale, spécifiquement Hansel and Gretel. Qu'on connaisse bien, les enfants terminent par être dans le four, puis à cause de la sorcière, quelque chose de même. En tout cas, puis c'est ça, j'étais intéressée par l'idée du role-play et puis l'idée qu'à travers le role-play, on peut comme accéder notre pouvoir, peut devenir une version de nous-mêmes plus réelle que celui qu'on est dans la vie. Et puis, alors, je voulais écrire sur ça. Et puis, en lisant le texte que Michael m'a fourni, je le lisais, puis, tu sais, comme performeuse aussi, tu sais, j'entends une voix dans ma tête en train de le lire, puis ça me faisait vraiment rappeler le travail de Karen Finley. J'avais lu son mémoire. OK. Je sais que pas tout à fait la même chose. A Different Kind of Intimacy. Puis c'est comme le rythme, puis la pulsation du texte me faisait rappeler Karen Finley. Puis ça me faisait... qui est une artiste, d'ailleurs, que j'ai connue à travers une performance d'une artiste de Trois-Rivières, qui est Jules Dufresne, qui avait fait un reenactment d'une de ses pièces. Puis c'était une pièce couverte en sparkles, puis c'est vraiment... Le travail de Karen Finley, c'est vraiment comme « fuck the patriarch », genre dans comme plein de phrases super colorée, puis est souvent nue, puis est souvent comme couverte de liquide. Et c'est vraiment d'une époque des années 90. Elle a commencé dans les années 70, des scènes, des clubs de danse à New York, des clubs comme... Ouais, c'est ça. Puis, fait que ça vient vraiment de cette scène un peu punk, dans le fond. Donc, je trouvais que c'était intéressant que j'ai découvert sa pratique à travers une jeune artiste queer. Et puis, je me demandais pourquoi le travail de Karen Finley, c'est comme tellement comme dated puis pas cool. Puis, puis fait que j'en ai jasé avec Jules aussi, puis on a parlé un peu de cringe, l'idée de cringe. Tu sais, les choses que tu vois, puis tu es comme, non, peut-être pas. Puis, mais, fait que je me suis intéressée au cringe, puis c'est la relation entre cringe, puis body shaming, puis consentement, dans le fond. Une performance, quand quelqu'un fait quelque chose, est-ce que c'est consensuel avec le public? Karen Finley, par exemple, a fait beaucoup de trucs, tout nu, grimper sur le public. Est-ce que vous auriez le goût que je grimpe sur vous, tout nu, en criant, couverte de je sais pas trop quoi? C'est pas parce que vous êtes là que le oui que vous avez dit en venant ici est continuel. Donc, c'est ça, je m'intéresse vraiment à cet aspect du consentement et aussi le non et comment le non marche et comment le non peut être comme pas shamé et que des situations où que le non peut aussi devenir des opportunités pour plus de créativité. Je sais pas comment dire exactement, mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai écrit... c'est pas pour comparer les deux pratiques, c'est vraiment juste ce moment que j'ai eu que je lisais le texte de Michael puis j'entendais la voix de Karen Finley. Et en tant qu'artiste de la performance féministe,
je trouve que c'est important que je parle de moi-même, là, de connaître le canon et de connaître d'où je viens, puis qu'est-ce qui me permet de me couvrir de lait, puis de crier sur scène, puis que ça dérange pas personne. Donc, c'est ça. Est-ce que je dis toutes les bonnes affaires? Qu'est-ce que je me manque? Ah, non. Le point aussi, c'est que le texte de Michael, il l'a écrit pendant qu'il travaillait dans des strip clubs puis qu'il allait beaucoup au bathhouse. Puis la manière qu'il en parle, c'est comme... Il était comme dans un mode de arousal. Et puis, il parle de comme une écriture de arousal. Puis, Karen Finley... Bien, l'affaire sur Karen Finley, on doit connaître, c'est qu'elle a fameusement été un des NEA4 qui ont eu leur financement retiré du NEA à cause d'un contenu indécent. Et c'est là que le financement des arts aux États-Unis a vraiment changé. Qu'il y avait comme un vrai main politique dans ce que les artistes pouvaient produire ou pas. Et puis... ça a duré des années, ça a duré 10 ans. Elle parle du fait que quand elle se faisait questionner, elle se faisait poser des questions comme do you like touching yourself in front of people? Do you like men seeing you naked? Fait que c'était vraiment un genre de viol, dans le fond, un genre de questionnement non consensuel, une espèce de relation sexuelle non consensuelle. Puis après ça, elle a vraiment comme retiré, elle était moins rah-rah, puis elle était plus dans une intériorité. Puis elle parle du fait qu'elle écrivait aussi de being turned on. Fait que dans les deux cas, ça m'intéressait que Michael écrivait d'une place de arousal dans ses mots, puis elle de being turned on. Puis je trouvais que, comme ça a été noté un peu, le plaisir comme pouvoir. Et puis, fait que ça, c'est un autre, je pense, regard sur cette idée-là. C'est tout. Merci. Fantastique conclusion. Merci, Emma Kate. J'aimerais commencer avec une question très générale. Comme je disais, je faisais référence à la culture populaire précédemment. C'est un peu ce qui m'a inspiré cette réflexion-là, car les exemples de Linda Benglis, amenés par Julie, Karen Finley, amenés par Emma Kate, ton approche est beaucoup plus déjà politique, mais ça démontre en fait que la pornographie et la censure font partie de leur légende artistique. Ça fait partie de leur reconnaissance puis de ce qu'on discute d'eux. Le sexe fait vendre, surtout lorsqu'il offense, puis tout, en fait, vous le soulignez de différentes façons, mais c'est l'occasion pour les minorités de crier plus fort, d'exister. Ça m'a amené cette réflexion-là, à savoir si la pornographie en art, lorsqu'elle est dépolitisée, est-ce que c'est un danger que ça devienne le sextape des artistes en art visuel, comme un shortcut à la reconnaissance, si on enlève l'aspect politique de la chose? Bien, je peux commencer... Quand je pense à Jeff Koons avec la Cicciolina, c'est exactement... il était déjà populaire, il y avait rien, il risquait rien, il amenait pas vraiment quelque chose. Je suis vraiment raide avec Jeff Koons, mais je trouve que c'est vraiment une façon facile, effectivement. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit politique. Le sexe est politique, là, mais il faut que ça soit en soi politique pour être artistiquement intéressant. Je suis un peu tranchée. Bien, pour continuer un peu là-dessus, je pense que, en fait, l'idée, c'est que peu importe si ça sera toujours politique, mais est-ce que ça vient reproduire des modèles de domination qui sont déjà présents dans la culture mainstream versus est-ce qu'on est en train d'essayer de proposer autre chose? Est-ce que c'est une réclamation de pouvoir ou si c'est plutôt un constat de me voici avec le pouvoir que j'ai et je démontre ça l'exemple de Jeff Koons en est un bon, là. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose dans
la reconnaissance de la sexualité comme une démarche collective. Puis je pense que c'est ce qui est présent dans le corpus que j'ai analysé aussi, puis avec Michael aussi, c'est que c'est toujours quelque chose qui est en correspondance avec. Puis je pense que quand on réalise la dimension relationnelle, en fait, et non pas la sexualité comme étant un profit à garder pour soi individuellement, il y a effectivement un potentiel d'émancipation qui se perd complètement. Puis si on pense ça de manière collective, à mon sens, il y a peut-être ce potentiel-là de transformation qui se dégage beaucoup plus facilement. Mais, ouais. Souvent, je pense, en préparant pour ça, le mot porno, parfois est utilisé pour référer pas à des choses sexuelles, mais à comme le regard, le type de regard, comme souvent, genre, on va dire comme like suffering porn, tu sais, où qu'il y a comme une indulgence dans des images de des gens qui souffrent, mettons. Puis je me demande, lorsque tu poses cette question-là, si il y a comme un porn de porn un peu à travers en le mettant comme art. Parce que dans ça, c'est aussi, si on pense le porno, c'est aussi un travail que les gens font. C'est un art pour même n'importe quel porn que tu peux chercher sur l'Internet très rapidement. C'est une forme d'art pour eux, pour les artistes qui le font. Mais aussi, j'y ai pensé, puis j'en ai parlé beaucoup avec Jules aussi, de Karen Finley, qui parle beaucoup des situations de violence et pouvoir, souvent avec des personnes qui sont des travailleurs de sexe, mais est-ce qu'elle a déjà été travailleur de sexe? Puis elle a quel droit de l'amener dans son art? Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit, mais question, est-ce que ça le dépoliticise ou puis enlève le fait très réel de l'affaire? Ben, en fait, les trois, vous abordez ça aussi dans vos recherches, comme quoi l'art pornographique a une volonté explicite d'être irrécupérable par le capitalisme. Donc, ce jeu d'appropriation-là, certains de vos exemples optent pour une représentation soit très radicale ou l'exemple justement de Arcadie Lavoie-Lachapelle, ou une représentation plus floue, plus, je sais pas, j'ai le goût de dire littéraire, mais artistique, fleurie. Donc, ces représentations-là, radicales, floues, engagent un fort effort d'interprétation qui nous sort du corps, qui sort des affects, qui nous sort de la pornographie littérale. Mais c'est soulevé notamment par Emma Kate. Il y a toujours un enjeu esthétique tacite, sous-jacent. Vous avez parlé aussi de la question de voir. Est-ce que c'est charmant? Est-ce que le beau est capitaliste? Est-ce qu'il doit avoir de la laideur pour que la pornographie puisse devenir artistique? OK. J'adore cette question. Je ne sais pas comment leur répondre. J'accepte le mime. Don't tempt me. Peux-tu répéter la dernière phrase de la question par rapport à la laideur, puis juste relancer la dernière phrase? Bien, c'est qu'en fait, c'était surtout la recherche des maquettes qui soulevait ça, qu'il y a un aspect justement capitaliste dans le charme esthétique de la pornographie, des beaux corps, des belles personnes, Anna Wilkie, tout ça. Donc, est-ce que pour qu'on s'assure que la pornographie soit dégagée du capitalisme au maximum, il doit avoir de la laideur, du dégoût, quelque chose de répulsif ou... Mais je pense que ça vient plutôt questionner nos politiques de désirabilité. Il y a comme ce concept-là. En fait, qu'est-ce qu'on considère comme étant beau et désirable et qu'est-ce qu'on considère comme n'étant pas désirable? Puis c'est plus une réflexion là-dessus. On dirait que ça me rend mal à l'aise, l'opposition beau, lait, lait, beau. Mais dans les gravures d'Arcadie Lavoie-Lachapelle, ce qui est marquant aussi, c'est une forme de diversification des corps qui sont représentés, de traitement esthétique aussi, c'est sûr, parce qu'effectivement, il y a la main de l'artiste qui vient créer la représentation. Mais
est-ce que... oui, en fait, c'est pour moi, Mais c'est dans ce vraiment la cas-là, question c'est de... pas nécessairement attaché au beau attaché au lait que se soutirer, soustraire du beau. Ce serait peut-être plus ça la formule idéale. Se soustraire du beau. Ouais. Mais le beau, il est relatif. Oui. C'est sûr que je pense que je vais un peu dans le même sens que AM. Cette idée d'élargir ce qui est associé au désir est une des fonctions, en tout cas du moins de la pornographie queer. Parce que, bon, je m'intéresse à l'art, mais je m'intéresse aussi à la porno. Et il y a quand même... Le capitalisme, on s'en sort pas, là. C'est le fun, là, mais on s'en sort pas. Donc, on tend vers quelque chose qui sort de ce capitalisme-là. Mais quand le corps n'est jamais érotisé, c'est problématique. Et si on peut l'amener dans le capitalisme pour le réérotiser, dans un certain sens, ça peut grandement changer la vie des gens aussi. Donc, ce côté commercial, pas commercial, et le côté beau lait, je sais que Carly Schneemann, notamment, s'est fait beaucoup critiquer parce qu'elle correspondait au canon de la beauté. Et on l'a pendant longtemps considérée comme étant quelqu'un qui était presque collaboratrice du patriarcat et de l'objectivation sexuelle, mais par son objectivation sexuelle est allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elle est allée sur scène pour réclamer justement une intersubjectivité avec les spectateurs, qui n'étaient peut-être pas consentants, mais le consentement est quelque chose, il a toujours existé ou pas existé, mais je veux dire, on ne le regardait pas de cette manière-là. C'était vraiment une rencontre. Et c'était de montrer, bien, c'est pas parce que j'ai un beau corps que je suis un objet sexuel. Je peux être un sujet. Donc, on prend justement ce qui nous est imposé pour le remettre dans la voie publique et vraiment de questionner. C'est pas parce que je suis un corps. Un corps, c'est ma condition d'agentivité, c'est ma condition de l'être. Donc, arrêtons de spécifier le corps des femmes, c'est un objet sexuel. C'est pas qu'un objet sexuel. Je me suis un peu... Ça répond à ça? Je peux... Oui, tu vas ajouter? Oui, puis aussi, c'est correct de vouloir être objectifié aussi. Dans laideur, je peux aussi comprendre un aspect comme de conceptuel ou de le travail du conceptuel dans l'art qui est là. Comme, je ne sais pas si c'est trop un saut entre laideur puis conceptuel, mais moi, je trouve que ça rend une distance entre le corps et sa vérité. Comme je trouve que la distance conceptuelle ou minimaliste est très antisensuelle. Puis si le laideur pourrait être un genre de conceptualisme, ça aussi, c'est comme antisensuel un peu. Je ne sais pas si c'est juste des petites idées qui flottent, là, mais... Je suis d'accord que laideur, beauté, c'est subjectif, mais qu'est-ce que ça amène, le laideur? Si l'art le rend laid, c'est quoi cet acte-là? Qu'est-ce qui enlève de ce que c'était au début? Qu'est-ce qu'il essaie de déconstruire dans ça? Et quelle distance ça crée et quelle aliénation ça crée aussi avec un rapport potentiellement très riche entre l'image et le corps. Et... Ouais. Merci. Mais en fait, tout ça, ça révèle, vos textes évoquent le deuil d'un corps passé, le capacitisme, l'agisme, des abus, des agressions, justement les dictats esthétiques. Si on tourne justement à la table, la réappropriation sexuelle du spectateur à travers l'art pornographique n'est pas nécessairement bienvenue. Tout le monde arrive avec ses billets, son propre bagage, ses zones d'ombre. L'exemple d'Arcadie Lavoie-Lachapelle avec la linographie, ça se veut une intrusion lente, mais ça reste une intrusion quand même. Les questions que posait Moquette sur le public avisé, on va voir une performance, mais
Jusqu'où va notre consentement? Est-ce qu'on consent à tout? Je vous retourne la question des moquettes qui me semble très importante dans ce contexte-là, à savoir quelle est la limite du consentement à l'art pornographique. Dimanche après-midi au coin du feu. Je pense que j'ai besoin d'alcool. Non, non. Le consentement... Peux-tu commencer? Je vais essayer. Si on dit pas oui, on dit non. Qu'est-ce qu'on fait avec ce non-là et comment il va habiter l'espace de l'art, l'espace de faire de l'art, de regarder de l'art, de circuler de l'art, de présenter de l'art. Comme spectateur, est-ce qu'il y a des manières que je peux dire non et quel pouvoir apporte mon non? Si je me tourne, est-ce que ça a un impact sur l'artiste? Je ne sais pas, c'est quoi les possibilités des noms et le non n'est pas négatif. T'sais. Le non est une opportunité. Oui, puis je trouve que c'est quelque chose que tu as dit de vraiment belle manière tout à l'heure, que le non appelle à une forme de créativité, puis appelle aussi au dialogue entre les parties impliquées, entre l'artiste, la personne qui regarde l'œuvre ou participe à l'œuvre. Puis je ne sais pas si c'est peut-être un biais ou mon expérience personnelle, mais on dirait que la question du consentement par rapport à l'art, par rapport à la pornographie, elle me semble peut-être beaucoup plus adressée dans les milieux de la performance que dans les contextes de diffusion en salle d'exposition, les contextes de musées et autres, parce qu'il y a une présence active de toutes parts, en fait, dans l'espace. Puis c'est comme si ça crée une opportunité pour toutes les personnes, puis je pense que le travail de Michael le rend assez explicite parce que dans ses œuvres, il y a aussi, dès le départ, une affirmation de « vous êtes présent ici, vous participez à l'œuvre, voici votre responsabilité ». Puis ça ouvre une brèche vers cette conscientisation-là de « mais en fait, j'ai le droit de dire non ». J'ai le droit de garder le silence et de dire un non sous-entendu. J'ai aussi le droit de dire oui puis d'être vraiment down avec ce qui est en train de se passer. Mais sans cette espèce de présence active-là, la question du consentement est vraiment complexe. Je veux dire, j'essaie de penser, là, par exemple, dans la foire où on est ici, on se retrouve devant une œuvre qu'on est comme non, pas ça. Mais vers qui on se tourne, vers la personne qui vient d'être embauchée à contrat pour représenter la galerie, vers le gardien de sécurité. Là, c'est comme toute la question de il est où l'espace de dialogue. Dans ce contexte-là, ben, j'ai pas de réponse, évidemment, là, mais je réfléchis à voix haute. Oui, j'avoue que je ne sais pas comment l'aborder, la question du consentement. Le consentement... Je trouve que rapidement, tu sais, je veux dire, je pense que sexualité réelle et art, on est dans deux sphères qui se chevauchent, mais qui ne se... C'est pas exactement la même chose. Je trouve que le consentement, c'est aussi la manière dont on aborde la sexualité. Je veux dire, on pourrait très bien dire qu'est-ce que le consentement existe vraiment, et je veux dire, tout dépendant de la perspective féministe par exemple, qu'on utilise. Mais dans l'art, c'est sûr qu'il y a toujours eu un désir aussi de provoquer. Et par provocation, est-ce qu'on est au courant de ce qui va se passer? Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qui va se passer? Mais je pense que ça dépend toujours de l'attitude de l'artiste et les objectifs de l'artiste. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être trigger par certaines performances, mais en même temps, il faut pouvoir avoir cet espace de dialogue. Donc, oui, il y a une différence entre avoir un rapport sexuel
non consentie et aller à une exposition et être devant une œuvre qui aborde des questions comme des questions sensibles liées à la sexualité. Donc là, je consens pas à voir ça, mais le titre est un bon exemple, mais en même temps, c'est ça. Donc, ça peut être une pente glissante vers une autre forme de censure, mais je ne suis pas pour la liberté à tout prix. Je ne suis pas pour la liberté d'heurter autrui. Mais en même temps, il y a certaines sexualités qui je pense à certaines performances de quelqu'un comme Ouzina en France, où elle a des rapports sexuels. C'est une travailleuse du sexe qui va avoir des rapports avec des personnes en situation de handicap. Bien, pour certaines personnes, ça va être excessivement agressant, mais en même temps, on a besoin d'aller aussi vers ça. Je suis tout à fait d'accord. La question de la censure puis le lien avec la liberté d'expression est vraiment super important à ce niveau-là. Puis je pense que ça a été nommé de plein de façons, mais ce qui est nécessaire, ou peut-être la question revient toujours vers l'espace de dialogue, puis sont où les opportunités d'en parler, en fait. Puis justement, si on est choqué ou on ne sait pas comment réagir à une image d'une travailleuse du sexe qui genre, performe des actes sexuels avec une personne handicapée, comment on en parle? Est-ce qu'il y a des espaces pour en discuter? Est-ce qu'il y a des espaces pour se familiariser avec ça puis essayer de désamorcer ou de comprendre ce que ça déclenche, puis d'où ça vient, cette provocation-là? Pourquoi c'est provoquant? Puis pourquoi pour d'autres personnes, ça ne l'est pas? Mais c'est ça, c'est vraiment une question de donner suite à l'effet choc. Aftercare. Aftercare is key. Tu déroules le tapis pour ma dernière question. Puis avec dernière question, je vous annonce qu'on va ouvrir les questions au public en délire. Donc, commencez à ramasser vos idées pour pouvoir attaquer la table, vous aussi. Donc, le sexe est, tu le soulèves dans tes recherches amplement, là, le sexe est un outil historique de répression, d'émancipation. Toute la recherche sur la masturbation est éloquente. À travers les œuvres que vous avez examinées toutes les trois, vous faites souvent valoir la valeur d'empuissancement et d'émancipation collective qui vient avec ces pratiques. Alors moi, pour conclure, j'avais envie de vous poser cette question-là. Est-ce que la pornographie peut prétendre à être un outil de solidarité sociale? Yeah! Je pense que oui. Je pense que oui. Mais ça dépend quel type de sexualité. Puis, pour certaines personnes, la pornographie amateur va être vraiment une dynamique interpersonnelle avec le conjoint, tout ça. Mais il y a aussi de la porno politique qui vise vraiment à déconstruire tous les stéréotypes, bien, pas tous les stéréotypes, mais beaucoup de stéréotypes engendrés par la pornographie même. Donc, il y a un travail. Et moi, je pense que oui, j'aime bien la formule d'Annie Sprinkle. Il ne faut pas arrêter. C'est quoi la meilleure réponse à la mauvaise pornographie? C'est en faire la bonne. Peux-tu y aller, Maquet? Non? OK. Oui, moi aussi. Je pense que ce serait un peu hypocrite de dire le contraire dans ce contexte-ci. Puis non, j'y crois vraiment. La portée politique de la pornographie, je pense qu'en travaillant aussi avec Arcadie autour de son projet de masturbation alchimique, vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais ce qui a émergé pour moi, c'est le potentiel social de la porno comme outil pour développer des liens de réciprocité les uns les unes envers les autres. La façon dont Arcadie s'est positionné comme pornographe pour venir réaliser les fantasmes de ses collaborateuristes, pour moi, c'est un pur geste d'amour et de reconnaissance de la validité des désirs des autres. Puis de se transformer comme une espèce de canal. Puis je me dis, mais mon Dieu, pourrions-nous tous et toutes faire ça les uns pour les autres et s'envoyer des petites suggestions de scénarios à inventer puis développer là-dessus? Parce que finalement, c'est un immense signe
d'ouverture et de volonté de comprendre, en fait, les désirs des autres, puis de peut-être mieux comprendre, à l'inverse, ce qui crée du mal ou ce qui fait pas du bien. Donc, ouais, j'y crois à fond. Je pense qu'il y a énormément de pouvoir politique au niveau somatique du corps. Je pense que quand on peut... Je pense que quand on peut comprendre quelque chose à l'intérieur de notre corps, on le comprend réellement. Moi, en tout cas, puis pour plusieurs personnes avec qui je parle. Puis, tu sais, je pense à des choses comme être défensif en tant que personne blanche, tu sais. Je le ressens dans mon corps, premièrement. Fait que si je ne suis pas alerte à ces sensations-là, j'ai de la misère, moi en tout cas, j'ai de la misère à le défaire. Puis je pense le porno en tant que quelque chose physique, corporel, va nécessairement, tu sais, si c'est pour... Free your mind, the rest will follow. No, non, c'est quelque chose le changement, je pense, ça commence dans le corps. Fait que s'il y a un travail individuel qui se fait dans le corps, je pense que you can get power from opening up your body and opening up to your senses and enjoying pleasure and that's a vector for political change. I don't see any way around that. So if porn's a way to get into that, then cool. Que dire de plus? Merci. Merci à vous trois pour votre générosité. On va prendre les questions du public. Si des réflexions générales, une envie irrépressible de communiquer avec nous. Je me faisais une réflexion tout à l'heure. On a eu beaucoup le non, c'est non. Oui, c'est oui. Jusque-là, tout va bien. Et là, c'était intéressant de porter le fait pas de réflexion, c'est un non sous-jacent. Là, je suis un peu perdu. Si j'ai bien compris, à un moment, tu disais, non, si c'est pas oui, c'est un non sous-jacent. J'ai bien compris? Oui, c'est le... Okay. Sans oui, c'est non. OK. Moi, je suis un petit peu dubitatif avec ça, notamment par rapport à l'art et une accessibilité à un art autre ou un art où on n'est pas sensible, a priori, un art queer, par exemple, pour un hétérocentré, de se retrouver devant quelque chose qui n'est pas dans son mode de compréhension du monde. La première réaction peut être un non. La première réaction peut être un « ah », qui n'est pas forcément un non, qui est un « what the fuck ». Et je trouve que c'est dommage de le rentrer dans un non sous-entendu, parce que c'est probablement juste l'espace de se permettre une réflexion sur un univers qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas forcément rejeter, qu'on ne se sent pas forcément prêt à accepter. Donc on n'est pas forcément prêt à dire oui, mais de garder cette zone grise et cette zone tampon en se disant « Ok, je me donne le droit d'évoluer vers d'autres formes d'art ». Parce que si on part du principe que tout ce qui n'est pas oui est un non sous-entendu, il n'y a plus de place à l'évolution. Enfin, je renvoie la balle. Mais je pense que l'intervention de Julie tout à l'heure par rapport à la distinction à faire entre le consentement sur le plan sexuel et dans la dimension artistique était très pertinent à ce niveau-là parce qu'effectivement, il faut distinguer les deux. Je pense que l'expression sans oui, c'est non, c'est une expression qui est basée dans le contexte de rapports sexuels. Hein? Puis ça, on ne le remet pas en doute du tout. Après, effectivement, pour ce qui est de la réticence ou du moins de la réaction initiale à une œuvre qui nous met en questionnement, en état de doute, moi, je pense que c'est une excellente chose, en fait, puis que, justement, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'était qu'il faut aller au bout de cette chose-là. Il faut aller voir pourquoi est-ce que cette œuvre me rend inconfortable, d'où vient cet inconfort, est-ce qu'il y a des
choses dans qui je suis qui font que moi, je me sens inconfortable vis-à-vis de cette œuvre-là, alors que d'autres personnes ne se sentent pas inconfortables. Donc, et ce processus-là, il peut se faire de manière individuelle, mais je pense qu'il est d'autant plus constructif quand il est fait en groupe, ensemble, en collectivité. Donc, d'où c'est peut-être un peu maladroit, là, le parallèle avec la foire, parce que le commentaire était plutôt de dire qu'il y a peut-être un manque d'espace, d'échange ou de réflexion, mais après, tout le monde le fait en rentrant chez soi le soir, ou on l'espère. Les gens le font de leur côté. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. C'était vraiment juste pour rediscuter de l'espace du doute, de l'importance dans l'art, dans la partie artistique sur la sexualité, la pornographie ou tout autre sujet. Parce qu'un art neutre, où c'est oui ou c'est non, finalement, on rentre à la maison, on n'a rien appris. Ce qui est intéressant, c'est de créer et de garder cet espace de premier choc et de se permettre de ne pas choisir ni oui ni non. Donc de rester dans cette neutralité où on peut se permettre d'évoluer et d'accéder à un autre niveau de compréhension de la diversité. Tout à fait, je suis absolument d'accord. Ouais. Ni oui, ni non, mais pas la neutralité. Non, c'est ça. Parce que c'est dans justement ce doute, c'est là où on apprend, c'est là où on peut changer les mentalités, c'est là où l'art devient riche. C'est vraiment faire changer le monde, c'est l'objectif, en fait, de l'art. Mais est-ce que moi, je peux poser une question? En fait, je voudrais que AM nous parle de son œuvre. Donc, il y a des contributions écrites, mais il y a aussi une contribution artistique au numéro porno, et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Est-ce que ça te va? Oui, absolument. Je peux en parler un peu. En fait, l'œuvre que vous avez vue tout à l'heure, c'est une œuvre en néon qui s'appelle Sex Work, et qui a été réalisé, comme André-Louis le mentionnait tout à l'heure, en collaboration avec le Comité autonome du travail du sexe, qui est, comme son nom l'indique, un comité autogéré par des travailleuses du sexe basé principalement à Montréal, puis qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leur communauté. L'installation, en fait, a été diffusée dans le cadre d'une exposition au Centre Vox, qui est un centre qui tourne autour plutôt de la question de l'image. Et elles ont organisé, en fait, une exposition qui s'appelle « Désœuvrer la valeur », où il était question d'aborder la valeur, la question de la valeur, d'angles variés. Et moi, je me suis intéressée, en fait, à l'évolution de la valeur sur le site où se situe le Centre Vox, qui est au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, dans le quartier historique du Red Light. Et en fait, on s'est rendu compte en remontant le temps sur Google Street View que le bâtiment qui précédait l'espace où Vox était un peep show et qu'il avait été évincé, en fait, comme renvoyé par la ville, démoli pour en faire, en fait, un pôle culturel. Et le slogan qui a été sous-jacent à tout ça, c'était « Revitalisé par la culture ». Comme si un peep show ne faisait pas partie de la culture en soi. Et avec le Comité autonome du travail du sexe, on a réalisé une discussion de groupe qui a été filmée, mais aussi un néon pour un peu réquisitionner l'espace qui a été pris par ce projet de développement culturel et aussi un peu détourner les lois, plutôt, c'est pas les lois, mais les règlements du bâtiment qui interdisent toute activité liée au travail du sexe. Donc, par le biais ou par l'espèce de détour de l'art, on pouvait installer un néon qui fait mention du travail du sexe, qui parle du travail du sexe, qui incarne ces pratiques-là, puis un peu déjouer les règlements du bâtiment qui ont été instaurés et qui, d'une certaine manière aussi, rendent assez visible le fait que le projet de revitalisation était surtout un projet de gentrification et de déplacement d'activités et de communautés qui étaient présentes sur ces lieux-là depuis très longtemps. Donc,
Donc voilà. Et le néon, là, vous le voyez en état de total turn-on, mais en fait, il clignote. Donc, le sexe s'éteint et s'allume, ce qui fait qu'en fait, le néon est une version condensée du slogan « Sex work is work ». Donc, parfois, il y a juste « work » qui lui, et d'autres fois, il y a « sex work » qui lui. Donc, c'est une façon comme ça d'envoyer un message à l'extérieur de la galerie, en fait, parce que le néon est visible de la rue. Puis, c'est une manière de ramener l'espace d'exposition à un espace public, en fait. Donc, voilà. Si ça répond à ta question. Oui! Excellent. Ben, d'abord, merci. C'était fascinant. J'ai adoré vous entendre. J'ai une question qui porte aussi sur le consentement, mais plutôt du versant du oui. Puis qu'est-ce que ce oui veut dire? En vous écoutant, je réfléchissais au fait que comme spectateur d'art contemporain et même d'art tout court, on est souvent dans une posture de passivité, puis même de restriction corporelle comme spectateur, puis on est très figé dans une attitude de pure réception qui est quand même pas celle qu'on a avec la pornographie habituellement. On est un peu plus actif de notre côté aussi. Puis je me demandais en fait si toutes ces pratiques-là dont vous avez parlé engageaient aussi un questionnement des espaces de réception de l'art contemporain, puis des espaces dans lesquels étaient diffusés pour que le spectateur soit pas juste un spectateur, mais un participant à ces œuvres-là, qui puisse répondre à ces œuvres-là sans devenir trop explicite, ou si au contraire la différence entre art et pornographie c'était ça, finalement, que quand c'est de l'art contemporain qui traite de photographie, ben, le spectateur va être passif, puis ça va être une excitation presque plus conceptuelle ou poétique ou métaphorique qu'une excitation réelle qui va être mise en jeu. Je trouvais que c'était intéressant les cartes postales, parce que là, ça vient dans l'espace domestique, donc ça questionne ça, mais bref, je ne sais pas si c'était clair comme question, mais voilà. Comment répondre à cette question? Surtout, je suis un peu décalée par rapport au milieu de l'art actuellement parce que, bon, ma job m'accapare trop. Mais je pense que effectivement, traditionnellement, on a vraiment utilisé l'idée que ça sollicite le corps comme étant un frein ou justement là où on devait apposer une censure, donc créer de la pornographie dans un certain sens. Donc, c'est cette idée de frein. Mais je crois que c'est là où je pense qu'il faut solliciter, bon, peut-être en performance, c'est peut-être, je laisserai mes collègues plus en parler, mais du moins, ça devait pas être un frein. Et on apprend aussi à travers l'excitation et à travers la sexualité. Donc, que vous soyez passif, ça peut être aussi excitant. Ça dépend quel type de sexualité vous avez, là. Mais c'est ça. Donc, il y a un travail qui peut être fait justement pour solliciter le corps. Et je pense que, comme le disait Emma Kate, c'est aussi à travers notre réaction corporelle qu'on apprend et que ça vient se déposer. Donc, effectivement, je pense que de solliciter le corps du spectateur devrait être une des fonctions aussi de l'art pornographique. La performance de Michael, ça commence, il met des cloches dans le public, il ne les met pas dans les mains du public, encore, il veut donner aux gens le choix, mais puis il demande au public de sonner les cloches lorsqu'il pense que 10 minutes auraient pu passer, sans utiliser quoi que ce soit. Donc, c'est comme une manière un peu comme pas effectif, like non-effective, de gager le temps, mais c'est aussi comme un commentaire sur le temps qui passe, le paye du travail de sexe et tout ça. Mais, fait qu'il y a comme une option de participation, mais c'est pas vraiment l'œuvre. En fait, c'est plus comme... La participation est là plus comme un objet formel de l'œuvre que d'autres choses. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que depuis longtemps, je questionne la participation. Il y a comme, avec comme relational aesthetics et tout, on pense que dès que les gens participent, c'est plus démocratique. Puis moi, je suis comme vraiment...
quand je pense à la performance, surtout, je pense à l'histoire du théâtre. Moi, je trouve que c'est comme une situation qui marche bien pour l'affaire. Que les gens soient assis puis que le performeur performe. Je trouve qu'il y a comme ça marche depuis les Grecs. Puis je pense pas que les gens... c'est quelque chose d'écouter. C'est quelque chose d'entendre l'autre, puis à pas avoir à imposer. Je dis pas non à la participation, mais généralement, j'aime pas ça, participer. Fait que je mets comme un clou, like a stick in the wheels, que être actif dans l'affaire, c'est nécessairement plus politique ou plus meilleur. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur ce plan-là. Mais je pense que les deux se valent d'une certaine façon, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que quand même, quand on va à la rencontre d'œuvres dans des expositions, parce que là, le contexte d'où je pars avec la contribution, c'est quand même un contexte classique d'exposition, un white box avec des œuvres, mais il y a quand même un engagement physique. Je pense que la stimulation érotique, sexuelle, peut-être n'émergera pas, mais il y a un rapport qui est très important d'engagement du spectateur vis-à-vis de l'œuvre. Puis c'est une expérience physique, somatique complète quand même. Après, pour la question de peut-être aller chercher quelque chose supplémentaire, c'est drôle parce qu'on en a parlé quand même avec Arcadie, de la question de, finalement, les images linogravées, est-ce qu'elles sont vraiment excitantes? Comme, est-ce qu'on ressent vraiment de l'excitation en les regardant, en les scrutant? Je sais pas. Moyen, so-so. Peut-être qu'il faut comme aller creuser un peu creux, disons, là-dedans pour trouver une sensation. Mais est-ce que ça en fait des œuvres moins efficaces? Je pense pas. Parce qu'en fait, on découvre plein de choses à travers les scènes qui sont dépeintes. La cohabitation d'éléments particulièrement banals. D'ailleurs, j'ai juste pensé à ça tout à l'heure parce que ça m'a trop fait rire. Là. Mais le pussy point of view, dans les gravures, il y a beaucoup de pussy, mais de petits chatons qui se baladent un peu partout. Puis j'étais comme, c'est omniprésent. Puis je trouve que ça ramène peut-être un côté aussi où on s'habitue à la banalité comme étant quelque chose qui a un potentiel excitant, puis qui a quelque chose d'extrêmement satisfaisant là-dedans. Le domestique là, chez soi ou les espaces publics, on découvre autre chose, en fait, que la réaction spontanée extrêmement vive que une pornographie mainstream peut susciter. Puis il faut juste peut-être... se syntoniser à cet autre-là que l'on ressent. Merci infiniment à vous trois pour votre éloquence. C'est un plaisir de passer ce dimanche après-midi en votre compagnie. Merci, Public en délire, pour votre participation, avoir affronté les éléments pour vous joindre à nous. Je vous souhaite des parapluies, sèche-cheveux et du chauffage. Passez une belle journée. Merci. Merci. Merci.